Les maux du logement. Le mal-logement a de multiples visages. Absence de domicile fixe, difficulté d'accès au logement, insalubrité, bidonville, surpeuplement, assignation à résidence, précarité énergétique et de plus en plus climatique. Les maux du logement touchent directement plus de 4 millions de personnes en France. Et je doute que la Fondation Abbé Pierre nous annonce demain de bonnes nouvelles avec la publication de son rapport annuel. Lutter contre ces maux nécessite des modes d'action très différents, qui touchent bien sûr au concret, au bâti, mais aussi à l'accompagnement des femmes et des hommes touchés. C'est essentiel car le logement n'est pas un élément de confort ou un bien comme les autres. C'est la condition d'une bonne santé physique et mentale, de la capacité à travailler, étudier, avoir une vie de famille. Alors c'est logiquement devenu un droit depuis peu. Mais pour que le droit passe de la théorie à la pratique, encore faut-il des logements disponibles. Et sur ce front, la crise ne date pas d'hier, mais elle s'accélère. Paupérisation des locataires, inflation du foncier, hausse des coûts de production, crise du financement. L'effondrement de la construction neuve touche aussi violemment les acteurs du logement social qui doivent pourtant répondre aux besoins de 2,6 millions de demandeurs en attente, tout en maintenant à flot un parc fragilisé. Alors oui, il faut agir. Beaucoup demandent la nomination d'un ministre du logement, mais j'ai du mal à me persuader que c'est nécessairement la solution. Il y a déjà le risque de ne pas tomber sur le bon cheval. Et oui, souvenons-nous que la politique de l'architecture dépend du ministère de la Culture, par exemple. Il ou elle risque aussi d'être à nouveau impuissante. Ou même, on a le risque qu'il ou elle donne son nom à un nouveau dispositif de défiscalisation. Mais en tout cas, il est certain qu'il nous faut une vraie politique du logement, et pas une qui commence par remettre en cause l'article 55 de la loi SRU. C'est cet article qui a créé, il y a plus de 20 ans, une pensée de solidarité territoriale en responsabilisant les communes dans la production de logement social. Ce n'est pas un simple article, ni même un symbole. C'est un socle de notre vie collective. Y toucher est une faute morale pour Emmanuel Cos. Et pour citer directement les mots de Manuel Domergue, on a fait la loi SRU pour les communes rétives à accueillir des ménages pauvres et mal logés. C'est donc là une voie d'eau très importante qui va autoriser à accueillir sur le quota de logement social des classes moyennes, voire des classes moyennes supérieures. Et puisque les débuts de réponses politiques esquissées à la crise sont singulièrement décevants, c'est peut-être la question qui n'était pas claire. Gardons l'option optimiste. Alors, allons faire le tour des mots du logement avec Louis Hainaut, directeur logement d'Habitat Humanisme, et explorons avec lui quelques pistes d'action. Car oui, il y en a de bonnes. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public n'a peut-être voulu voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Louis Hainaut, bonjour. Bonjour. Louis, tu es directeur logement à Habitat Humanisme. C'est une association importante, notamment en France, qui agit en faveur du logement, de l'insertion et, je cite le texte, mais tu pourras nous expliquer ça, la recréation de liens sociaux. Vaste programme. Alors on va sans doute parler de mal logement, en tout cas c'est le terme que j'avais envie d'employer, mais c'est peut-être pas le bon. Alors le mal logement, on en parle en général uniquement par grand froid, ou alors le jour où la Fondation Abbé Pierre sort son rapport annuel. C'est un peu les 2 jours où on en parle. Est-ce que peut-être on pourrait commencer par brosser un peu une image globale du mal logement, notamment en France, et puis ce sera peut-être l'occasion de
nous parler d'habitat et humanisme. Oui, alors le mal logement, c'est une des composantes de ce qu'on appelle plus souvent la grande crise du logement. Euh, le mal logement, on pourrait simplement dire, si j'attaque par le mal logement, on pourrait simplement dire que c'est je n'arrive pas à me loger dans des conditions décentes. Euh, Conditions décentes, ça peut être que mon logement est effectivement d'un point de vue de l'hygiène ou de la performance énergétique indécent, mais ça peut aussi être le fait de ne pas avoir un logement autonome, par exemple être hébergé chez des amis en permanence, être sur un canapé, être dans une caravane contre son gré. Et donc en fait, il y a beaucoup de notions d'hébergement indécent. C'est pas juste la personne dans la rue, ça peut être la personne qui a des fenêtres qui sont pas au top, qui a de l'humidité récurrente, ou une personne qui est dans une situation même sociale ou économique compliquée. Donc ça, c'est le mal logement brut, et donc c'est effectivement le fameux résultat de annuel de la Fondation Abbé Pierre. Hein. C'est tous les ans, ils nous rappellent de manière lancinante, et c'est très bien qu'ils le fassent, heureusement qu'ils le font, de manière précise aussi et je dirais constante dans le temps, le nombre de personnes qui sont mal logées. Donc là, on a atteint les 4 millions maintenant, c'est dramatique, mais c'est la réalité. À peu près 4 millions de personnes mal logées en France, dans toutes ces situations que j'ai pu décrire. Et puis après, derrière, on va souvent parler de crise du logement, mais il faut pas forcément confondre les deux. La crise du logement, c'est beaucoup plus large. Vous allez retrouver là-dedans aussi tout ce qui va être des notions d'accès à la propriété, d'accès à la location, d'accès à certaines géographies, d'accès, on va dire, à un logement qui réponde à certaines caractéristiques, soit à certaines distances de son lieu de travail. Enfin, on va trouver tout un tas d'autres composantes là-dedans, pas juste le mal logement en tant que tel, qui est vraiment le mal logement, c'est presque un appel au droit, c'est-à-dire que c'est vraiment un droit. Moi, j'ai le droit d'avoir un logement décent, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, Habitat Humanisme, par exemple, on se positionne sur le mal logement. Alors, justement, comment on travaille là-dessus Qu'est-ce qui marche pas aussi allons-y, creusons un petit peu, parce que finalement, derrière ce slogan du droit au logement, dont on entend parler de temps en temps, mais dont la réalité est difficilement palpable, et puis les chiffres qui sont égrenés de sans-abri, il y a ces 4 millions de personnes qui correspondent à des réalités extrêmement variées, tellement variées qu'il n'y a sans doute pas évidemment, il n'y a pas de solution simple. Pour autant, il y a des acteurs qui sont mobilisés. Aujourd'hui, c'est quoi les modes d'action? Alors, parlons d'Habitat Humanisme, mais aussi des autres acteurs qui sont mobilisés sur ce grand chantier, ce grand combat, en fait. Les modes d'action, ils sont assez variables. En fait, comme le mal logement, c'est des dizaines et des dizaines de situations différentes, il y a aussi des dizaines et des dizaines de réponses différentes. Vous allez aller de la personne en parcours de migration, par exemple, qui va là pour le coup plutôt répondre, à qui on va plutôt répondre avec des solutions d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire de trouver tout de suite un toit qui soit le plus décent possible, de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans se poser de questions. C'est un peu comme la sécurité sociale, la santé. Je me pose pas de questions, il y a quelqu'un qui est en difficulté, je l'aide. Et je l'aide avec ce qu'on appelle en France de l'hébergement d'urgence. Ces solutions-là sont déjà pas suffisantes, mais néanmoins, ça permet déjà d'aller chercher un type de réponse. Donc là-dessus, vous avez un certain nombre d'associations qui ont ces réponses-là. Nous, on en fait partie, mais on est de très loin d'être les seuls. Ensuite, vous allez avoir toute une partie du mal logement qui est les personnes qui sont qui sont pas forcément dans un parcours d'accès au droit, c'est-à-dire par un parcours de migration, un parcours d'obtention d'un droit de séjour. Donc on a la bonne nationalité, on a bien les droits, accès aux droits du pays, mais par contre, on n'est pas suffisamment autonome ou en capacité d'aller chercher un logement seul. Et donc ça, c'est vraiment le cœur du réacteur, je dirais, chez Habitat Humanisme. C'est-à-dire que nous, la principale action, l'action d'origine, je dirais, du mouvement, c'est d'aller chercher les personnes en très grande difficulté, en perte de lien social forte, en incapacité à aller se mettre sous un toit, quoi.
Et donc nous, d'aller mobiliser des logements ou produire des logements directs et de les rendre disponibles pour ces personnes-là et d'accompagner les personnes dans leur accès à ce logement, qui est pas un logement qui peut être un logement complètement autonome, mais qui l'est jamais complètement parce qu'on est toujours dans une situation un peu plus forte que le logement autonome, c'est-à-dire qu'on vient aussi tendre la main à la personne et l'accompagner dans son parcours d'entrée dans le logement. Pour beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'elles accèdent qu'elles doivent contracter avec un fournisseur d'énergie, d'acheter de l'eau, entretenir leur logement elles-mêmes. Enfin, c'est des choses qui paraissent peut-être évidentes à beaucoup de monde, mais qui ne l'est pas pour des millions de personnes en fait. Donc nous, on est vraiment dans cet appui-là, et donc on va être dans tout un tas de réponses, toute une typologie de réponses, de la plus accompagnée à la moins accompagnée, et on essaye d'emmener les personnes le plus possible vers, on recrée du lien social et on les emmène vers une autonomie dans leur rapport au logement. Voilà. Et donc là-dedans, vous allez avoir pareil des dizaines d'associations qui vont produire ce qu'on peut appeler des résidences sociales, des pensions de famille. Donc là, on est sur des logements très accompagnés, du logement social. Ça, on entend tous parler des bailleurs sociaux. C'est c'est des millions de logements en France. Donc là, c'est presque un logement normal. Simplement, le loyer est un peu plus faible. Et puis, vous allez aussi avoir, par exemple, ce qui se fait beaucoup et qui a beaucoup d'impact, hein, c'est toute la mobilisation de logements auprès de propriétaires privés, comme vous, comme moi. J'ai un logement, je le mets en location auprès de personnes en difficulté, en passant par l'intermédiaire d'associations comme Habitat et Humanisme. Et donc toutes ces solutions-là permettent d'accueillir des personnes en difficulté. Et à nouveau, les difficultés, je le dis parce que c'est important, c'est pas que des personnes qui n'ont pas d'argent ou qui veulent pas avoir de travail, parce que en fait, ça c'est un peu l'image un peu mythique qu'on peut avoir. Non, c'est des personnes qui ont des problèmes psy, c'est des personnes comme vous et moi qui en fait ont une galère à un moment familial, psy, de santé, n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment des trucs, c'est des gens normaux, quoi. Simplement, ils ont une grosse galère à un moment. Et donc, on est là, nous, pour faire en sorte que ces personnes-là aussi aient le droit d'accéder au logement, alors qu'elles n'ont pas de garant, elles n'ont pas forcément trois fois le loyer, enfin, les trucs classiques, quoi. Donc c'est pas que des murs, hein. C'est les murs et la façon de les habiter, c'est les murs et des espaces de transition permettant d'aller vers ces murs-là. C'est aussi avoir son mur, ses murs à soi, hein. Il y a une théorie ou en tout cas une méthodologie qui est le housing first, le logement d'abord, hein. Est-ce qu'on peut rappeler un peu ça dans justement, enfin c'est ce lien sur l'accident de la vie qui fait qu'il y a plus de logement. Est-ce qu'il faut pas commencer par donner un logement avant de régler les autres problèmes? Ben c'est le point de départ du mouvement, hein. C'est-à-dire que la politique du logement d'abord, c'est une politique qui a quelques années maintenant. Néanmoins, le mouvement, lui, il en a une quarantaine, donc il était là bien avant, et c'était aussi le mouvement de l'abbé Pierre, mais aussi plein d'autres mouvements qui datent qui sont encore plus vieux, je dirais, et qui ont tous le même objectif. C'est-à-dire, d'abord, j'offre un toit. C'est un accès vers, mais aussi par le logement. C'est-à-dire que le logement, déjà, j'offre le toit parce que tu as le droit à un toit, mais en plus, en t'offrant le toit, c'est un tremplin que je te donne de manière inconditionnelle. Je me pose pas de questions parce que je sais que ce tremplin va te permettre d'aller plus loin. C'est de la réinsertion sociale, c'est de retrouver du pouvoir d'agir, c'est-à-dire de se dire, je me pose plus la question du logement, j'ai un endroit où ranger mes affaires, je sais que je peux rentrer chez moi le soir, que j'y suis en sécurité, que je vais pas me faire taper dessus. Enfin, c'est vraiment un truc très simple, mais rien que le fait d'avoir ça permet de réfléchir à autre chose. Et donc aujourd'hui, c'est concrétisé en France de manière très concrète, de manière très très stable et solide par le gouvernement à travers des politiques comme le logement d'abord. Donc nous maintenant, on s'inscrit parfaitement dans cette politique-là. On est un acteur du logement d'abord. On ne fait pas que ça, mais on le fait. Et le logement d'abord, c'est quoi? C'est je suis dans une situation d'urgence. Je vous ai cité toutes les situations tout à l'heure, hein, elles sont très bien définies. Eh bien, j'ai le droit de faire une demande. Alors, ça passe à travers les travailleurs sociaux en France. Je fais une demande aux services compétents de l'État. Il y en a un dans chaque département. Après, les choses marchent plus ou moins bien, mais néanmoins, ça existe. Et puis, ce service-là fait en sorte que ma demande remonte au-dessus de la pile. Alors, le problème aujourd'hui en France, qui fait partie de cette grande crise du logement, c'est qu'il y a trop de demandes de logement d'abord pour pas assez de logements disponibles pour faire entrer les personnes. Alors ça, après, on peut en parler pendant des heures, mais aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. Et puis, par ailleurs, je le dis, avant le logement d'abord, il y a ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence, donc le droit à l'hébergement
opposable, le DAO. Alors le DALO, c'est droit au logement opposable, c'est le logement d'abord. Et puis le DAO, c'est l'hébergement d'abord, c'est le droit à l'hébergement opposable. Et donc là, c'est vraiment dans des personnes qui sont en situation encore plus critique et d'urgence, quoi, hein, et qui ont besoin d'un toit tout de suite, et qui va être pas forcément aussi autonome qu'un logement. Alors, il y a une vocation, enfin, c'est pas une vocation, il y a une logique sociale, enfin une logique humaine tout simplement, assez évidente à offrir un toit. Mais dans les slogans nord-américains du Housing First, il y a aussi derrière une théorie, ou en tout cas l'idée aussi que finalement, non, loger tout le monde, ça coûte pas plus cher. Et qu'au contraire, pour la société, c'est aussi une logique rationnelle quelque part, puisque l'accompagnement social a d'autant plus de facilité à se mettre en œuvre que les personnes sont hébergées. Et donc, quelque part, sortir de rue, par exemple, hein, sur une partie des sujets qu'on évoque, sortir de la rue les SDF en leur offrant sans condition un logement, c'est finalement moins cher que faire l'accompagnement social dans la rue. C'est des slogans nord-américains pour faire passer la pilule, ou il y a une réalité derrière? Il y a une réalité, pour peu qu'on se donne les moyens d'avoir cette réalité. C'est-à-dire que souvent, ce type d'études, hein, de coût-évité, ce qu'ils vont faire, ce que va faire un chercheur pour produire ce type d'études, c'est qu'il va dire, voilà, je suis une personne en situation, on prend SDF, c'est un cas à nouveau très 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 particulier. Mais si je suis une personne en situation d'urgence et de non-accès au logement, voilà ce que ça va générer comme coût de santé, comme coût administratif de gestion de cette situation-là, comme coût d'accès aux droits divers et variés. Enfin voilà, ça va générer tout un tas de coûts. Et c'est notamment beaucoup des coûts de santé, hein, parce que du coup ça crée une difficulté de santé assez remarquable. Et puis en face, si la personne était dans un logement, oui, ça me coûte l'amortissement de ce logement-là, c'est-à-dire qu'il faut bien que je le construise, il faut que je l'achète, tout ça. Bon, moi en tant qu'État, ça va me coûter mon investissement. Mais néanmoins, cet investissement, finalement, quand je le regarde sur 50 ans, c'est moins que les coûts de santé. Bon, ça marche dans un monde parfait où on a une situation unique, et puis où on a un accès au droit qui est complet. C'est-à-dire que le problème, c'est que la personne en situation d'urgence, aujourd'hui, elle fait pas appel à ses droits. Parce qu'en fait, le non-recours au droit, on a toujours cette espèce de mythe c'est des personnes qui sont accrochées à la sécurité sociale, aux allocations familiales, au RSA, ou je sais pas quoi. En fait, faux, quoi. Je veux dire, c'est des personnes qui, pour 30, 40 ou 50% de leurs droits exigibles, n'y font juste pas appel, en fait. Donc, et d'ailleurs, on est obligé d'avoir des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs sociaux dont le taf, c'est juste de faire en sorte que tout le monde ait accès à ses droits. Enfin, c'est quand même fou. À tel point que certains candidats à la présidence de la République avaient promis l'automaticité des droits. Oui, mais c'est ça. En fait, le droit, il est automatique. Il y a pas de question. Les gens y ont le droit. Le versement automatique, en fait, des prestations. Voilà. Alors c'est ça. Mais le truc, c'est à partir de, c'est tout le, comment dire, c'est tout ce qu'on exige pour avoir accès de manière effective au droit. Et en fait, c'est cette effectivité-là. Alors, moi, je ne saurais pas en parler extrêmement bien, enfin, en tout cas aussi bien que quelqu'un qui a les mains dedans toute la journée. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que pour que ce genre d'études ait une réalité, pour que effectivement les coûts comparés soient les bons, il faut que les personnes fassent appel à leurs droits. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc en fait, une personne qui est à la rue coûte effectivement, je pense, moins cher qu'une personne qui est dans un logement, parce qu'elle fait pas appel à ses droits. Donc comme elle demande rien, pas de problème, quoi. Je le dis parce que c'est important, parce que du coup, concrètement, si ça coûtait effectivement moins cher, il y aurait économiquement aucune barrière à ce qu'on produise du logement comme des fous et puis qu'on mette toutes ces personnes dans des logements, parce qu'effectivement on constaterait que ça coûte moins cher. Mais la démonstration n'est pas si claire que ça, et pour les raisons que j'ai pu citer et puis pour certaines autres, notamment aussi pour des banques de données, tout ça, et puis surtout des situations très difficilement comparables les unes des autres. En fait, c'est pas juste le SDF dans la rue, ça c'est une situation qui est très presque ponctuelle, quoi. Bon. Et pour toutes ces raisons-là, finalement, la bascule n'est pas si évidente. Et macroéconomiquement, on bascule pas d'un système où on se dit, on gagnerait plein d'argent, hop, on y passe, quoi. On produit du logement social, c'est terminé.
On va parler de production parce qu'il va bien falloir qu'on en parle, hein, si on se dit que la file d'attente est quand même très longue et on le sait, il faut qu'on parle de tout ça. Mais peut-être pour revenir sur le mal logement ou les maux du logement, quid des évolutions comment est-ce qu'on voit les choses si je mets au-delà, et c'est pas rien, hein, des problématiques sociales, psychologiques, etc., que tu as citées, quid de l'impact climatique, quid aujourd'hui de l'impact, enfin, en tout cas de la hausse énergétique des dernières années, mais on voit bien là-dessus d'un enjeu énergétique d'autant plus important. Et évidemment, pour certains, ça a un impact, mais est-ce que tout ça est un peu dimensionné? Quelles sont les tendances par rapport à ça? Là, à nouveau, ça vient toucher beaucoup de choses. On a beaucoup parlé de mal logement. Donc, côté mal logement, l'effet évident, hein, c'est que, disons que moi qui suis dans une situation de mal logement et donc en difficulté pour trouver un logement décent, je vais donc être encore plus en difficulté pour trouver un logement qui soit, en plus d'être décent, résilient au changement climatique. Donc ça, c'est déjà la première évidence, hein. Souvent on s'inquiète du mal logement pendant l'hiver, mais en fait, maintenant, on commence aussi à s'en inquiéter de manière très lourde pendant l'été. Je sais pas si vous êtes déjà amusé. C'est pas amusant, mais c'est hyper frappant et c'est marquant. Cette image-là l'INSEE fait régulièrement des statistiques sur le nombre de morts par jour dans l'année, chaque année. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils tracent la courbe et puis ils les superposent d'année en année depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, vous avez une courbe en fait avec des pics en hiver, une pointe, parce que les gens meurent plus en hiver, il fait plus froid, quoi. Et puis, vous voyez les pointes des pics de chaleur. C'est impressionnant. Quand il y a un pic de chaleur, il y a des pointes extraordinaires de nombre de morts, parce qu'en fait, la chaleur tue, du coup, beaucoup plus, parce qu'on est beaucoup moins adapté. Donc, mon mal logement, avec le changement climatique, il devient un super mal logement. Bon. Mais ce qui est plus largement que ça, si on regarde la crise du logement dans son ensemble, ce que vient faire le changement climatique, c'est d'ajouter, je dirais, une contrainte complémentaire à l'existence de ce parc. C'est-à-dire que le parc de logement, qui est un parc qui est nécessaire pour produire un droit social, hein, qui est le droit au logement, est soumis à une contrainte supplémentaire qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant. Et en fait, cette contrainte arrive, alors non pas au pire moment, c'est pas vrai, parce qu'en fait, la crise du logement, il y en a depuis... Oui, c'est toujours le pire moment, en fait. C'est toujours le pire moment, voilà. Mais donc, c'est un pire moment parmi d'autres. Mais néanmoins, on voit vraiment que cette contrainte, elle est très forte, et je veux pas la décrire spécifiquement parce qu'en fait elle est multiple, c'est autant sur le foncier que sur la qualité du logement, que sur ses caractéristiques, que sur la manière dont je vais le vivre, que sur son entretien. Enfin, ça touche toutes les composantes du logement. Et c'est hyper fort, quoi. On sent aujourd'hui que c'est en train d'impacter à toute vitesse le logement, notamment la production. Voilà. Alors allons-y sur la production, puisqu'on parle là, en ce moment là, on parle beaucoup de crise du logement qui est souvent plutôt résumée à la crise de la production de logements neufs, mais qui évidemment a des impacts. On le voit bien, hein, il suffit de lire alors tous les ans, hein, le rapport de l'abbé Pierre pour voir ou d'écouter, hein, les bailleurs sociaux pour comprendre que on est sur des problématiques durables. Pourquoi on n'arrive pas à produire assez? Quels sont les maillons faibles, ou les plus faibles en tout cas, dans cette fameuse chaîne du logement? Bref, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à nouveau une question alors on pourrait y passer des années, mais en gros, il y a comme une espèce de... En fait, le logement, à ce niveau-là, au niveau de la production nationale de logement, c'est un bien qui est un bien presque purement économique, c'est de la macroéconomie, quoi. C'est-à-dire que c'est à cette échelle-là que tout se regarde. Bon, aujourd'hui, on arrive à un blocage, en fait, entre les capacités le coût que ça a de produire un logement, et puis les capacités des personnes à se payer ce logement, alors que ce soit sous forme d'acquisition pleine et entière ou de location ou des formes transverses, intermédiaires, je dirais. Aujourd'hui, il y a un blocage de ce point de vue-là, en fait, qui est très clair. C'est juste que il y a plus de liquidité. Les personnes ne sont plus en capacité de se payer le logement. Bon. Alors, le pourquoi du comment est compliqué. En gros, à nouveau, il faut distinguer les différentes catégories de la crise du logement. Je dirais, si je fais deux gros blocs, hein, locataires, propriétaires. Les locataires,
Globalement, leur problème, c'est qu'ils se sont paupérisés. C'est-à-dire que s'il y a 40 ou 50 ans, les locataires, c'était un peu tout le monde dans la population française. Aujourd'hui, c'est principalement les personnes qui ont le moins de revenus et le moins de capital qui sont devenues locataires. La location, c'est vraiment reconcentré sur cette partie-là de la population. Et donc, du coup, on est sur des locataires qui ont plus de moins en moins capacité à accéder au logement, parce que, bon, finalement, si vous regardez, en fait, souvent on cite ce fameux tunnel de Frigide là, c'est une notion économique qui est assez simple. En gros, on regarde le prix moyen de la location en France, on regarde le revenu moyen des Français, puis on voit que ça reste constant. On se dit, bah tout va bien en fait. Sauf qu'en fait, si vous prenez pas le revenu moyen des Français, mais le revenu moyen des locataires français, c'est-à-dire les personnes qui sont effectivement en train de louer des logements, en fait, eux sont devenus de plus en plus pauvres. Donc effectivement, le loyer est devenu de plus en plus cher relativement aux locataires. Bon. Et donc là, on atteint un point de blocage là-dessus. Deuxième point de blocage, c'est que les propriétaires, en fait, ne sont pas que propriétaires. C'est que construire un logement, ça coûte pas beaucoup plus cher, en fait, par rapport au prix, par rapport à l'inflation moyenne. Finalement, le coût de la construction, il n'a pas énormément augmenté. Donc, si construire un logement, ça coûtait le prix auquel on construit, tout irait bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le logement, il coûte pas le prix auquel on construit. Il coûte le prix auquel on construit, plus le prix du droit d'accès au sol qui est en dessous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez pas habiter un logement si vous êtes pas propriétaire vous pouvez pas devenir propriétaire du logement sans devenir propriétaire du sol. Et le sol coûte très cher parce que là, pour le coup, les gens s'en servent comme un bien d'épargne, on va dire. Donc aujourd'hui, si vous devenez propriétaire, en fait, vous épargnez, entre guillemets. On aime bien se dire ça, j'épargne pour ma retraite, j'épargne pour mes enfants. Et du coup, en épargnant, vous devenez propriétaire du droit d'accès au sol. Et ce droit-là, aujourd'hui, coûte très, très cher dans les villes. En fait, il est devenu beaucoup plus cher il a augmenté beaucoup plus vite que les revenus moyens des Français. Donc, la majorité des Français, en fait, ne peuvent plus accéder au centre-ville. Et puis, par contre, il y a des endroits où c'est presque absurde, mais il est devenu, soit ce prix-là est devenu nul, voire négatif. Il y a des endroits où les gens veulent plus habiter. C'est des petites villes, toutes perdues en campagne. Et donc, vous avez cette espèce de truc, de méli-mélo, un peu, de situation cet embroglio, quoi. C'est-à-dire que vous avez des endroits où plus personne ne veut vivre, alors qu'en fait, les personnes pourraient devenir propriétaires. Il y a des endroits où tout le monde veut vivre, mais en fait, plus personne peut devenir propriétaire. Les locataires, globalement, comme ils peuvent plus accéder à la propriété, enfin, c'est des personnes qui ne peuvent plus accéder. En fait, c'est des personnes qui n'ont pas de capital, qui ont peu de revenus, qui se retrouvent de plus en plus coincés dans cette situation-là. Autant il pouvait y avoir un brassage il y a encore 40-50 ans. Aujourd'hui, c'est plus possible du tout. Vous êtes complètement coincé dans votre situation. Et donc, ça donne un marché qui se bloque parce que à la fin, la sortie du marché, c'est toujours la même chose, quoi. C'est les locataires et les propriétaires. Et là, on est au bout du système, quoi. Les fonciers est trop cher, les locataires sont plus assez riches. Là, c'est le point de blocage, quoi. Voilà. Bon, Non, mais ça nous fait une lecture et je pense aussi importante, hein, on le perçoit peu, mais ces 20 dernières années, on a des transformations des différents marchés avec une forme de spécialisation, notamment du marché locatif. Spécialisation sociale du marché locatif, au-delà du logement social lui-même, hein, du marché locatif privé, qui finalement ne devient plus qu'un marché par dépit, hein, de ceux qui ne peuvent pas faire autrement. On a aussi tous ceux qui sont passés par l'acquisition en prenant de la distance, hein, de l'acquisition oui, mais contre des kilomètres de voiture le matin et le soir, et une dépendance automobile. On arrive là-dessus au-delà d'une crise conjoncturelle, d'une hausse des taux, etc., et des hurlements de certains et d'un appel à l'État, hein, y compris des plus libéraux de la profession, qui en comptent beaucoup. On est, quoi qu'il en soit, un peu au bout d'un système. Hein, parce que là, vous ne vous avez pas parlé de coût de la construction, de pénurie de matériaux, ou de hausse des taux, etc. On est vraiment sur des fondamentaux du prix du sol. Alors, il y a ça, et en fait, il y a d'autres choses. C'est-à-dire que donc c'est pour ça que je disais c'est une équation macroéconomique, c'est-à-dire que si vous regardez à l'échelle le marché du logement, bon, en fonction de l'échelle à laquelle vous le regardez, vous pouvez pas l'analyser économiquement de la même manière. Il y a des échelles, une petite commune, les données fixes du problème sont pas les mêmes qu'à l'échelle de la France. Donc, si je me place à l'échelle de la France, je suis très très macro, c'est-à-dire je regarde à distance, à grande distance, et du coup
les guides, les leviers sont très particuliers. C'est-à-dire que c'est pas des leviers qui sont évidents comme ça, qui me paraissent évidents. Mais ce qu'on peut regarder, par exemple, c'est la surface moyenne par personne en France. Bon, bah, elle a augmenté ces 40 dernières années, elle a augmenté. Voilà, au fur et à mesure, les gens, par personne physique, voilà, j'ai de plus en plus de surface de logement disponible par personne physique en France. Bon, ça c'est une chose. Voilà, donc alors, est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de plus de surface qu'avant? Est-ce que ça veut dire qu'avant on n'avait pas assez de surface, puis ça nous paraît plus décent d'en avoir plus chacun? Moi, je sais pas, mais en tout cas, qu'on constate, c'est qu'il y en a plus. Bon, la qualité du logement, de manière moyenne, c'est-à-dire de générale, macro, par personne, elle a augmenté. À nouveau, il y a 40 ans, c'était toilette sur le palier. Pour beaucoup de Français, en fait, aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon. Donc ces choses-là, il faut les prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces trucs-là, qui sont des paraissent des petites choses. C'est-à-dire, c'est un petit débarras en plus, c'est un toilette qui est plus à 2 ou 3 logements, mais qui est chez moi. Ça paraît des micro changements. En fait, quand on le regarde à l'échelle de la France, c'est énorme. En fait, ça fait que le logement coûte structurellement beaucoup plus cher qu'avant. Et alors, ce qui a augmenté aussi en parallèle de ça, c'est des catégories de logements sous-utilisées. Et ça, on en parle beaucoup. À nouveau, c'est les grandes marottes, mais néanmoins qui sont pas inutiles. C'est le logement vacant. Bon, ça, c'est pas une solution à tout, mais néanmoins, il y a beaucoup de logements vacants en France, hein, donc à nouveau, il y a beaucoup de catégories. Et puis, t'as toutes les catégories de logements résidences secondaires. Où là, c'est pareil, tu as un peu plus de 3 millions de résidences secondaires en France, qui sont des logements qui sont structurellement sous-utilisés. Donc en fait, si je regarde tous mes logements disponibles en France, déjà sur la même surface qu'avant, j'ai moins de monde. En plus, j'ai des aménités, c'est-à-dire des caractéristiques en plus, des toilettes, de l'isolation, des cuisines, des machins. Et puis en plus, j'ai des mètres carrés qui sont vides, parce que j'ai de plus en plus de résidences secondaires, de plus en plus de logements vacants. Et donc en fait, tout ça sommé mis bout à bout, ça donne que globalement mon parc coûte plus cher pour chaque habitant, et en plus donc de l'autre côté vient se mettre tout ce que tu as cité, c'est-à-dire les matériaux coûtent plus cher, tout le monde veut habiter, donc c'est ce que je disais, tout le monde veut habiter au même endroit, donc le foncier, le droit d'accès au sol coûte de plus en plus cher parce que tout le monde veut le même sol. Bon, et donc tout ça mis bout à bout, c'est une espèce de point de blocage. C'est pas non débloquable, non? C'est-à-dire que on peut regarder du coup tous ces leviers et puis essayer de trouver des solutions. En tout cas, là, on a atteint un point de blocage, c'est-à-dire qu'il va falloir lâcher quelque part un des critères, on va dire, pour que les autres puissent avancer. Et donc lequel, à ton avis? C'est là où les choses deviennent astucieuses, c'est-à-dire que ça peut être, en fait, on peut attaquer par plein de bouts. Alors, il y a la solution facile, mais qui est en fait un genre de mirage qui est le logement vacant. En fait, le logement vacant vraiment disponible, il y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que soit on a du logement vacant de très longue durée, mais c'est dans des endroits où plus personne ne veut vivre. Donc le logement, il est vacant parce que de toute façon, comme plus personne ne veut vivre dans le centre-ville d'une petite ville de 2000 habitants, en fait, ce logement, personne ne va le rénover et mettre de l'argent dedans parce que bon, ça vaut rien vu que personne ne veut y aller. Bon. Finalement, le problème, c'est pas vraiment le logement vacant, c'est plutôt le fait qu'on n'ait plus envie de vivre dans ces petites villes. C'est-à-dire que le logement, il est là, mais simplement, plus personne ne veut y aller. Alors, donc c'est ce que l'État cherche à renverser avec ses programmes, Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville. Bon, donc là, on est sur une revitalisation de villes qui, du coup, en devenant plus attirantes, ça va permettre d'aller réattaquer ce logement-là, ce logement qui a été laissé en vacances. Bon. Ensuite, il y a un gros bloc résidence secondaire. On pourrait se dire peut-être que finalement, c'est un arbitrage entre certains types de résidences secondaires et puis le droit au logement. On peut se dire, en fait, là, dans tel type de commune, c'est ce qu'on fait d'une certaine manière. Hein. Maintenant, on commence à s'y attaquer, mais en fait, je vais mettre un taux maximum de résidences secondaires. Ou si je crée une résidence secondaire, il faut que je m'engage à recréer une résidence principale à côté, de manière à essayer de mesurer le taux de résidence secondaire, peut-être de le baisser. Et on pourrait se dire, dans un monde parfait, si je fais disparaître toutes les résidences secondaires, pas de problème. Là, demain, j'ai du logement pour tout le monde. C'est génial. Et puis, bon, je pense pas qu'on puisse attaquer tout ce qui est prix des matériaux, parce que là, on est assez sec, quoi. C'est-à-dire que le prix des matériaux, c'est le bon. Il va augmenter. Par contre, ce qu'on pourrait se dire, c'est que sur la propriété, il y a le fameux prix du foncier dont on parle tous là depuis longtemps. Celui-là, il va pas être évident à faire sauter, parce que ce qui va se passer, c'est que si le prix du foncier augmente, c'est que tout le monde veut vivre au même endroit.
Et donc, si je me dis demain, bon, j'ai la vraie fausse bonne idée, entre guillemets, de faire disparaître le prix du foncier en le faisant acheter par des offices de foncier solidaires, ce qu'on commence à faire. Bon, de toute façon, à un moment, comment dire, la surdemande va se retrouver d'une autre manière. Donc, c'est par exemple ce qu'on a dans le logement social. Aujourd'hui, le logement social, il y a la demande, on la gère par la queue, par la liste d'attente, en fait. Oui, c'est l'inflation soviétique, ouais, oui. Voilà. Bon. Et donc ça, c'est une vraie fausse bonne idée. C'est-à-dire que tant que la demande est trop forte par rapport à l'offre de foncier, parce qu'en fait, c'est le foncier qui est rare, c'est pas le logement, hein. Il y a pas assez de sol, quoi, puis on peut pas construire à l'eau indéfiniment, parce que ça a d'autres impacts économiques importants. À un moment, on atteint le blocage. Donc retrouver cette espèce de répartition aussi géographique, ça peut peut-être être une manière de s'en sortir. Retrouver l'aménagement du territoire. Oui. Mais quand même, j'aimerais bien qu'on explore un peu cette question du foncier comme bien commun ou objet politique, peut-être plus largement, parce que oui, on en parle. Alors, les offices fonciers solidaires, on a pu en parler à ce micro. On parle de la question foncière de façon récurrente. On parle beaucoup. Mais on agit peu aujourd'hui. Hein. On a plutôt lâché toutes les politiques qui pouvaient être un peu incisives, sauf dans certains très rares territoires. Est-ce qu'on n'arrive pas au bout quand même là-dessus d'une forme de naïveté sur lequel on a laissé faire, y compris aux dépens, du logement, d'une partie du logement décent, d'une partie de la population? Je pense qu'il n'y a jamais eu de naïveté, dans le sens où on arrive toujours. Il peut y avoir inconscience, mais il y a rarement naïveté, quoi. C'est-à-dire que c'est difficile de dire que la situation dans laquelle on est une situation qui est arrivée parce qu'on se rendait pas compte. Enfin, comment dire Enfin, il y a une espèce de double question là qui se cache, hein. C'est-à-dire que il y a une question de savoir quel est le rapport des personnes au foncier, qui est assez large et qui dépasse largement la crise du logement. Et puis après, il y a la question du foncier dans le logement, comment ça peut se traduire, quoi. Et donc, ce que je dis dans le foncier dans le logement, c'est que il faut commencer à penser. Donc, si on parle de revitalisation de ces territoires, c'est-à-dire de se dire, bon, en fait, un des gros problèmes vient du fait que j'ai une demande trop forte à des endroits où je suis plus capable de répondre, quoi. Donc j'essaye de redistribuer la demande, mais je vais pas redistribuer la demande de manière autoritaire, je vais la redistribuer par désir de la redistribuer. Et donc il y a là une notion de réaménagement, effectivement, d'aménagement et de réaménagement de territoires qui n'ont pas eu l'occasion de se réaménager. Et ça, comment ça va se faire? Ça va se faire à travers un outil qui est très simple, hein, c'est qu'on va moins concentrer la richesse sur certains territoires. En fait, tout va changer en même temps. C'est-à-dire que notre économie de services aujourd'hui, qui gagne à être énormément concentrée, en fait, va de toute façon un peu refluer. C'est-à-dire qu'on va retrouver des activités un peu plus, je dirais, primaires, entre guillemets, au sens industriel, l'industrie primaire, hein, secteur primaire. On va donc avoir un rapport au sol qui va être différent. On va peut-être retrouver des villes moyennes, des petites villes qui vont revivre. Et puis surtout, on va retrouver un rapport de l'aménagement du territoire qui va être intéressant. C'est-à-dire que, et donc je reviens sur cette notion de naïveté, là j'essaie de boucler. En fait, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait, on l'a fait parce qu'on pouvait le faire et parce que ça permettait de faire vivre un système qui était intéressant pour tout le monde. C'était pas naïf, quoi. C'est-à-dire que l'énergie coûtait pas cher, le déplacement coûtait pas cher. Être propriétaire, ça arrange tout le monde parce que ça me défend, c'est hyper protecteur, c'est un statut qui est constitutionnellement et un peu de manière mythologique très très imposant. Et donc tout ça arrangeant bien tout le monde et puis notamment les personnes qui sont déjà propriétaires ou multipropriétaires, finalement on a accepté ce système d'ultra concentration avec des personnes qui font du balancier. Bon, ça demain ça ne marchera pas et donc mécaniquement donc on n'a pas été naïf, juste on a défendu notre bout de gras et notre confort, c'était très bien, mais là d'une manière non naïve à nouveau, hein, on va se rendre compte qu'en fait ça ne marche plus et puis il va y avoir cette espèce de reflux, de rebalancier. Et en fait toute la question donc du coup du logement et du foncier, ça va être de dire comment je fais en sorte que je comprenne ce nouveau monde qui arrive, comment je comprends ces équilibres-là, cette espèce
dangereux déséquilibre foncier qui a créé cette crise de l'accès au logement, cette espèce de dangereux déséquilibre foncier qui crée toutes ces tensions sur le ZAN, sur la présence agricole, l'exploitation forestière. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui sont terribles. En fait, on commence à arriver à la limite de l'exercice. On voit bien qu'on est à la limite de l'exercice. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour anticiper justement cette transformation à venir? Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Bon. Hyper intéressant et vaste. On est dans une projection, mais qui est rapport avec le début de notre échange. Hein. Finalement, on va retrouver ces questions de mal logement, de réinvestir des logements qui ont besoin d'être réinvestis, d'être transformés, d'être adaptés, qui sont peut-être là, qui ont peut-être pas besoin de les construire, mais surtout besoin de donner envie de les occuper et de s'y réinvestir. À voir, on verra bien. Hein, on verra bien. En tout cas, traçons des pistes. Moi, je suis pas persuadé que par une série de programmes d'État, on résolve un problème de société. Et je pense qu'on est vraiment au début de ces réflexions-là, au début de ces mouvements-là, et qu'il va falloir être peut-être plus attentif aux signaux faibles de territoires qui renaissent qu'aux grandes politiques publiques et aux slogans. Mais bon, on verra bien tout ça. Est-ce que pour... Alors, on va pas conclure cette discussion parce que, au contraire, tu l'as ouvert très largement. En tout cas, pour ponctuer cette discussion, avant une nouvelle, tu aurais un conseil de lecture pour aller plus loin sur ces sujets-là ou d'autres d'ailleurs? Ouais. Alors, un conseil parfait parce que qui moi m'a surpris au vol. Puis d'ailleurs, on en avait parlé avec toi. C'est Utopie foncière. Ah oui. De notre ex-ministre Edgar Pisani. Pourquoi? Parce que justement, il permet de rebondir sur cette ouverture que je viens de faire. Donc moi, à titre personnel, j'avais publié un petit article d'une 30aine de pages quand même, mais il y a 2 ans, sur justement la question foncière, c'est-à-dire que dépasser le caractère purement économique, comprendre sa valeur politique, et du coup proposer quelques grandes actions, je dirais, effectivement, non pas des petits programmes à l'unité, mais une transformation du rapport qu'on a au foncier et au statut du foncier. Et donc j'avais écrit ce truc-là un peu bon an, mal an, un peu comme un article de recherche. D'ailleurs, c'est disponible en ligne et j'étais content de l'avoir fait. Et puis un jour, je suis tombé sur ce livre Utopie foncière de Edgar Pisani, qui en fait fait la même chose, mais en 200 pages, et puis il le fait de manière parfaite parce que c'est un homme d'une grande culture. Et donc en fait, il refait toute l'histoire de la propriété foncière, c'est-à-dire comment ça fonctionnait, montrer qu'en fait en France, notre système de propriété un peu particulier, espèce de statut du propriétaire, en fait c'est un statut qui est assez ponctuel, mais qu'il y a plein de pays qui vivent avec des statuts différents et des formats différents et que c'est très bien comme ça. Et que aujourd'hui, il dit pas je suis un méchant socialiste, je veux socialiser le sol, tout ça, enfin c'est pas son truc, mais ce qu'il dit c'est, en gros, c'était dans les années 70, hein, on a atteint les limites du système. C'est-à-dire que notre statut de propriétaire, c'est plus le bon, parce qu'il permet pas de répondre à toutes les questions qu'on vient de se poser, droit au logement, agriculture saine, gérer les terrains collectifs et communaux, gérer nos routes, nos infrastructures, enfin tout ça en fait on peut plus y répondre. La fin de l'abondance de l'énergie, parce que le sol joue un rôle clé. Et donc lui, ce qu'il propose, c'est une méga proposition de loi pour changer le rapport du sol. Et en gros, s'il faut retenir une chose seule, hein, c'est que son premier article, c'est le suivant. On arrête le statut de propriétaire tel qu'il était écrit dans la Constitution française qui date de l'époque de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce rapport ce statut du propriétaire comme étant un statut illimité et qui n'est limité que par un droit public, mais un intérêt public, un intérêt général, mais l'intérêt général doit toujours se défendre et toujours coupable entre guillemets face au droit de propriétaire. Lui dit mais non, en fait, le sol appartient à tout le monde, on en est dépositaire. Et donc on doit en devenir dépositaire et gardien de manière collective et responsable de manière collective. Et à partir de là, il trace toute une loi qui est hyper intéressante et que je conseille à tout le monde de lire, puisqu'à mon avis, c'est une grande partie de la solution dans cette crise qu'on traverse et qu'on va continuer de traverser. Alors on mettra la référence, alors évidemment du bouquin d'Edgar Pisani qui malheureusement n'est plus publié.
il n'est plus disponible, même si on travaille chez Dixit.net à republier au moins partiellement ce texte essentiel. Et puis on mettra aussi le lien vers ton article. Et je vais à ce moment-là te remercier et me permettre de conclure par quelques mots d'Edgar Pisani, parce que justement, Utopie foncière errait vraiment par hasard sur mon bureau à ce moment-là, avec une citation bien connue, mais qui, moi, m'a toujours beaucoup marqué. J'ai longtemps cru que le problème foncier était de nature juridique, technique, économique, et qu'une bonne dose d'ingéniosité suffirait à le résoudre. J'ai lentement découvert qu'il était le problème politique le plus significatif qui soit, parce que nos définitions et nos pratiques foncières fondent tout à la fois notre civilisation et notre système de pouvoir, façonnent nos comportements. Louis Hainaut, merci pour cet échange et à bientôt. À bientôt.